Mon sujet est les États-Unis et le monde de 1918 à 1941. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sortent en tant que pôle victorieux de la guerre et débutent en tant que puissance émergente dans le monde. D'après Raymond Aron, une puissance consiste en trois points, avec un pouvoir dans la capacité de faire, une indépendance dans la capacité de ne pas faire, et une influence dans la capacité de faire faire. Également, en 1918, les États-Unis est un pays qui économiquement est peu touché par la guerre. En effet, 38% de l'industrie mondiale provient des États-Unis. On peut se demander comment les États-Unis gèrent leur politique étrangère de 1918 à 1941. Pour cela, je vais répondre en trois parties, avec en premier lieu le wilsonisme, ensuite un pays isolationniste, et enfin de la neutralité à la guerre. En premier lieu, le wilsonisme. Le président Wilson était président durant la fin de la Première Guerre mondiale, et à la fin de celle-ci, il voulait instaurer un nouvel ordre mondial basé sur la paix et la liberté. En effet, pour cela, il a tenté d'instaurer 14 points aux États-Unis, qui, par exemple, permettraient de redessiner les frontières en Europe d'après le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, également dans une volonté de libre-échange, ensuite un contrôle de l'armement, et enfin une volonté de créer une société des nations afin de rendre la guerre comme illégale. On voit bien que les États-Unis se veulent instaurer une destinée manifeste dans le monde et veulent diriger le monde afin de le rendre le plus démocratique possible. Cependant, ce wilsonisme est un échec. En effet, un refus de ratifier le traité de Versailles par le Congrès des États-Unis stoppe cet élan wilsonien. En effet, les différents arguments soulevés afin de ne pas rentrer dans la SDN est une perte de souveraineté et d'indépendance des États-Unis qui induirait que les États-Unis ne resteraient plus au grade de puissance. Le président Hardong, qui considérait l'America's First, une doctrine Monroe, considérait que les États-Unis devaient passer avant et donc qu'ils ne devaient pas s'occuper des affaires étrangères. On observe donc, en premier, que les États-Unis s'orientent vers un isolationnisme. En effet, on observe, en grand 2, un pays isolationniste, de part, en premier lieu, un isolationnisme politique, avec la rejet de la SDN, comme je viens de le dire, mais également des quotas d'immigrants, afin de limiter l'immigration à l'intérieur des États-Unis et de les contrôler. Cependant, cet isolationnisme est à relativiser. En effet, les États-Unis investissent énormément à l'étranger de 1919 à 1929. On peut citer par exemple les accords vers l'Amérique du Sud, le plan Dawes en 1924, qui consisterait à un arrangement de une répartition des territoires entre la France et l'Allemagne, qui aurait pour but aux États-Unis d'accéder au marché européen. Cependant, en 1929, le krach boursier freine cet élan d'investissement et renferme les États-Unis plus sur eux-mêmes. En effet, on peut citer comme exemple le pacte Briand-Kellogg's en 1928 qui condamne le recours à la guerre. Celui-ci n'est absolument pas suivi par les États-Unis. En effet, ceux-ci ne réagiront pas au conflit éthiopien-italien qui fait rage et dont même la SDN n'arrivera pas à tenter d'arrêter. En troisième partie, on observe de la neutralité à la guerre. En effet, en 1935, les lois de neutralité passent au Congrès qui, sur les deux principaux points, serait un embargo sur la répartition, sur l'exportation des armes aux pays en guerre, donc l'Europe qui commence à héberger différents conflits, une transaction interdite d'armes et également de capitaux vers les pays européens considérés comme instables. On parle donc, entre guillemets, de mise en quarantaine des malades, donc des pays en guerre, afin de protéger les États-Unis. Cependant, la vision de neutralité change en 1939. En effet, Roosevelt craint un encerclement des ennemis totalitaires avec en Europe l'expansion du nazisme et au Japon le développement du totalitarisme japonais.
Il qualifie pour cela que la neutralité aiderait les ennemis et desservirait les victimes. Pour cela, il va essayer d'écarter toute attaque soudaine sur les postes stratégiques des États-Unis, donc protéger encore plus les États-Unis, mais avec une neutralité relativiste. On observe enfin le pré-Bales, le 27 mai 1941, qui est une politique d'aide aux pays démocratiques. En effet, Roosevelt poussera le Congrès à abroger l'embargo des exportations des armes aux pays en guerre, afin de les aider, mais cependant tout ceci afin de garantir la sécurité aux États-Unis. En effet, il dit, je cite, chaque dollar envoyé repousse les dictatures de notre hémisphère. Donc il considère que déjà l'hémisphère nord est aux États-Unis, et il considère que une aide aux pays en guerre permettrait de protéger les États-Unis contre ces pays totalitaires. Mais également, il dit une loi fournit, il proclame une loi qui fournirait une aide matérielle au gouvernement de tout pays dont le président estime la défense vitale à la défense des États-Unis. Donc, il cherche à faire en sorte que les États-Unis passent avant même le pays eux-mêmes, donc se protéger. Donc protéger les États-Unis, pardon. On observe donc que les États-Unis veulent se protéger avant tout, mais déjà commencent à prendre part dans la guerre et à aider les pays qui ne sont pas totalitaires et les pays en résistance, telle la France. En conclusion, on peut dire que l'échec du wilsonisme à travers le refus de leur entrée en SDN refroidit la volonté de paix et de liberté dans le monde, mais euh, en contrepartie, les États-Unis s'isolent des influences extérieures de manière économique et politique, économique après le krach de 29. Enfin, les États-Unis passent de la neutralité à la guerre de par un interventionnisme avec des aides financières aux pays en guerre. Au final, on voit que les États-Unis sont totalement interventionnistes car les États-Unis rentrent en guerre le 7 décembre 1941 après l'attaque sur Pearl Harbor par les Japonais.